Je vais donner la parole à M. Arrojo, puis on reviendra vers vous après. Bien sûr. Alors, M. Olivier Arrojo est le maire de Charly, une commune du Rhône. Bonjour, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vous remercie tout d'abord pour votre invitation qui témoigne de l'attention que vous portez à cette problématique de violence à l'égard des élus et en particulier envers les maires. C'est un sujet récurrent qui malheureusement est à nouveau au devant des projecteurs cette année suite aux épisodes de violence urbaine de l'été dernier. Je suis donc le maire de la ville de Charly, 5000 habitants, dans le sud-ouest de la métropole de Lyon, une commune qui aurait tendance à être qualifiée de village, puisque nous avons plutôt un ADN agricole. Et ce qui m'amène aujourd'hui ici, eh bien, c'est une attaque personnelle, puisque le dimanche 2 juillet, une torche enflammée a été jetée sur ma maison, bien heureusement sans dégâts autres. Nous n'avons pas été touchés sur l'ensemble de nos bâtiments, bien heureusement. Nos voisins l'ont été, mais pas la commune de Charly. Donc, pour revenir un peu sur les faits, le dimanche 2 juillet, je célébrais l'anniversaire de ma jeune sœur en famille à la maison, et mon voisin a découvert une torche qui avait consumé devant mon portail et m'en a informé. Alors c'est vrai que sur le coup, j'y ai pas prêté trop d'attention puisque j'étais plutôt dans les préparatifs familiaux. Et puis finalement, j'ai quand même contacté les gendarmes qui sont venus et j'ai commencé à prendre conscience de l'acte qui avait été réalisé. C'est-à-dire que ce qui avait fait que j'avais pas trop prêté attention, c'est que la torche était tombée du bon côté du portail et avait consumé toute seule dans son coin. De l'autre côté du portail, il y avait évidemment une pelouse, des arbustes, nos différents véhicules familiaux. Et puis surtout, j'ai pris conscience que c'était, contrairement aux bâtiments publics, on attaquait la personne et j'ai commencé à avoir peur pour ma famille, mon épouse et mes enfants. Donc la procédure a été bien sûr entamée par les gendarmes, des prélèvements ADN ont été faits, de l'ADN a été trouvé. Malheureusement, la personne n'est actuellement pas fichée, donc l'enquête se poursuit, mais c'est vraiment le basculement sur l'attaque personnelle et plus uniquement les institutions. Alors, depuis, malheureusement, ça n'est pas la seule violence qu'on a subie à Charly, pour aller très rapidement, mais en 2021, lorsque nous avions rendu hommage à Samuel Paty, j'avais reçu des menaces de mort sur Internet par un groupe islamiste qui a été identifié. J'ai ensuite vécu, dans les jours qu'on suivi, des agressions verbales sur la place de la mairie, un dimanche après-midi. On est souvent, quand on est maire, on aime bien retourner en mairie le dimanche pour préparer un peu la semaine. Et donc, je me suis présenté plutôt en tenue de week-end, on va dire, c'est-à-dire sans éléments qui pourraient nous identifier, c'est-à-dire pas de costume, pas de cravate, dit de façon un peu plus légère, et une bande de jeunes de loin, évidemment, m'ont proposé d'aller me faire enculer le maire pour vous partager ces bons moments. Un de mes adjoints a lui aussi été malheureusement victime d'insultes homophobes devant son domicile. Et évidemment, je vous passe l'ensemble des dégradations du mobilier urbain, comme nous l'avons tous, avec des croix gammées, des NTM le maire, etc., etc. Donc l'ensemble de ces agressions et de ces dégradations interroge évidemment sur l'ensemble des relations qu'ont une petite partie de notre population vis-à-vis des institutions. Alors, pour aller un peu dans la réflexion, nous avons l'impression d'être spectateurs d'individus qui sont provocateurs, qui sont convaincus d'une certaine impunité, convaincus que finalement rien ne peut leur arriver. J'ai le sentiment aussi de certains jeunes qui n'ont pas conscience parfois de la gravité de leurs actes. Est-ce un manque d'éducation? Est-ce un manque de fermeté ou de limite qu'ils auraient dans la sphère privée ou scolaire? Je ressens en tout cas une disparition de la notion d'autorité, qu'elle soit scolaire, institutionnelle ou politique. Disons plus généralement une disparition du respect dans le rapport entre les individus. J'ai l'impression d'assister aussi à une certaine
désinhibition du comportement dont nous, les maires, nous sommes les victimes, les cibles. N'importe qui peut être touché n'importe quand et je crois qu'il faut en prendre conscience. Je partage l'avis de mes collègues qui indiquent que certains citoyens exercent de plus en plus de pression sur les élus et en particulier sur nous qui constituons ce premier échelon politique. Le problème n'est pas la pression ou la mobilisation ou l'opposition, qui peuvent être au contraire saines et témoigner d'un bon état démocratique. Le problème est l'expression violente des bridés, sans fondement, la contestation, le dénigrement systématique, les attaques et les accusations personnelles que nous subissons. J'ai le sentiment d'une absence de limite, d'une intolérance à la frustration lorsque l'on pose ou fait appliquer des règles qui bien souvent nous dépassent et ne sont pas de notre fait. Cela renvoie à un autre sujet qui contribue, je pense, au mal-être des maires, c'est le sentiment d'être seul face à cela et même fragilisé et affaibli par certaines décisions législatives qui contribuent à réduire nos marges de manœuvre, à diminuer nos recettes, à nous obliger à appliquer des décisions parfois impopulaires ou encore complexifier notre quotidien par un millefeuille administratif et des risques juridiques du coup importants qui pèsent sur nos épaules. La fonction de maire, je dis fonction parce que nous ne sommes ni formés ni réellement accompagnés dans cet exercice, devient de plus en plus dissuasif en nous engageant. Nous le faisons sur le plan professionnel, avec les conséquences que cela peut avoir sur nos métiers initiaux. Nous le faisons sur le plan personnel, et on l'a bien vu cet été, avec à la fois des sacrifices ou des atteintes familiales que tout le monde connaît ici. Sur le plan juridique aussi, avec des règles au nombre et à la complexité croissante, et qui font peser sur nos épaules le risque permanent de la responsabilité, mais aussi, et enfin de plus en plus, sur le plan sécuritaire, avec des menaces et des attaques individuelles et familiales croissantes. Alors effectivement, votre travail parlementaire est important parce que même si les vocations pour devenir maire persistent, il faut malgré tout enrayer ce phénomène. C'est à mon sens un problème sociétal qui dépasse bien largement la seule situation des élus locaux. Ce n'est qu'un symptôme évidemment. Il est à noter que nombre de ces attaques que nous subissons ne sont parfois pas le fait de nos propres administrés, mais d'individus militants pour certaines causes et qui semblent très actifs sur les réseaux sociaux et les réseaux pétitionnaires. Internet et les réseaux sociaux sont clairement un catalyseur de cette violence à l'égard des élus, symptôme d'un déchaînement de violence, de l'irrespect à l'égard des figures de l'autorité ou du pouvoir. Autrement dit, tous ceux qui exercent une autorité ou disposent d'une légitimité sont haïs ou combattus, et cette haine et ce rejet sont encore plus vifs lorsqu'il s'agit de figures associées à la République. Je pense aux instituteurs, aux professeurs, aux médecins, aux infirmières, aux soignants, pompiers, policiers, gendarmes, juges, avocats, j'en oublie évidemment, mais tous sont aussi victimes de ce dénigrement et d'attaques personnelles. La médiatisation de la polémique met le halo sur des individus considérés à ce moment-là comme responsables, à qui l'on va chercher des liens, des intérêts cachés, et ces démarches malveillantes aboutissent à des actes de violence comme forme de punition ou d'actes ou d'opinion qu'on leur attribue sans aucun fondement. Alors face à cela, la réponse n'est peut-être pas assez ferme aujourd'hui, mais nous avons vu qu'elle a été un petit peu plus dans le droit commun lors des épisodes de violence urbaine de l'été dernier. Je crois surtout que c'est dans la prévention que nous devons agir, car lorsque l'acte est commis, c'est déjà trop tard et nous devons être vigilants à ce phénomène de vengeance. La prévention, c'est l'éducation des parents, l'école républicaine avec un enseignement de qualité et la méritocratie. Il faut également, en parallèle, et j'en arriverai à la fin de mon propos, arrêter avec ce que je qualifierais de culture de l'excuse, le fait de tolérer ou d'être complaisant à l'égard des problèmes d'incivilité ou de violence, que ce soit dans la sphère familiale, scolaire, publique, favorise cette idée selon laquelle il y a toujours une bonne raison d'être violent.
Je crois que cette culture de l'excuse prend différentes formes et traduit un manque de courage parfois ou une forme de complaisance qui ne pose pas de limite aux individus et créerait finalement un droit à la délinquance. C'est ce qui conduit à laisser persister des problèmes de harcèlement dans certains établissements scolaires ou sanctionner un enseignement comme Samuel Paty, qui s'est retrouvé finalement bien seul et vulnérable face à ses bourreaux potentiels. C'est peut-être aussi la complaisance dans les débats médiatiques ou académiques, ne serait-ce qu'à propos du sujet des émeutes, pour lesquels je rappelle que quelques élus et commentateurs ont trouvé des motivations politiques et des raisons sociales légitimes aux agressions des élus et aux dégradations des biens publics. C'est l'exemple même de la culture de l'excuse. Et d'ailleurs, j'ai pu écouter la sociologue Nathalie Henich, qui est intervenue ici même, à propos des émeutes, et je la rejoins non seulement sur son propos concernant la décivilisation, mais également quand elle parle, et cela vient expliquer ce que je viens de dire, quand elle parle de la complaisance de certains de ses collègues, confrères, qui tendent à légitimer des actes de violence et de destruction de biens publics jusqu'à même ne pas les dénoncer. Alors je crois qu'il y a une responsabilité individuelle et collective à dénoncer tout cela. Nous avons besoin de l'État et de ses institutions pour faire respecter les principes et les valeurs qui sont les seuls à rendre possible le vivre ensemble. Plus de moyens financiers et humains pour nos services municipaux, nos polices municipales qui ont énormément œuvré cet été, des moyens humains et financiers pour le renseignement afin d'agir en amont, pour la justice, pour qu'elle soit ferme et appliquée, pour l'éducation qui reste le socle du vivre ensemble, pour l'accompagnement social, pour ne pas oublier nos concitoyens en difficulté, bien sûr une aide importante de l'État dans le cadre de la maîtrise de la couverture assurantielle, ma collègue maire vient d'en parler, puisque ça devient un réel problème avec des coûts exorbitants et parfois même l'impossibilité de s'assurer. Et puis revenons à la présence accrue des institutions sur le terrain. J'ai fait un petit focus sur les réseaux Internet parce que j'ai pu constater, suite à ma menace de mort, qu'il y avait un délai de prescription sur les menaces qui est de 3 mois. Et ce délai, évidemment, semble un peu court parfois. Alors voilà, je vais en conclure pour dire que toutes ces mesures doivent être évidemment mises en œuvre, approfondies. C'est une nécessité pour nous et pour l'avenir de notre société, parce que c'est de la démocratie de proximité dont il s'agit. Nous sommes le premier échelon et avons besoin de tout le soutien de l'État, car sous une certaine façon, nous incarnons les institutions politiques. Je vous remercie pour votre attention et vous remercie à nouveau pour le travail que vous faites pour nous. Merci. Merci, monsieur le maire, pour votre intervention. Je propose de donner la parole à monsieur De Carly,